à toutes et à tous. Moi, je suis Daphné Prieur-Drevon, je suis médecin en soins palliatifs au CHU de Strasbourg. Et aujourd'hui, on va parler du constat et de l'annonce de décès, qui est quelque chose qui s'apprend. Et je vais vous présenter l'évaluation d'une formation hybride pour les étudiants en médecine, avec une étude d'acceptabilité par méthode mixte qu'on a menée avec l'équipe de Strasbourg dans le cadre de mon travail de thèse d'exercice. Pour commencer, quelques éléments de contexte qui nous ont amenés à réaliser ce travail. Donc, la plupart des professionnels de santé, dont les médecins, vont être confrontés à un moment dans leur pratique au décès plusieurs patients, et parfois assez précocement. Constater le décès d'un patient, c'est un diagnostic qui est clinique. Pas de ventilation spontanée, pas d'activité du tronc cérébral, etc. Et donc ça, c'est une tâche qui était jusqu'à il n'y a pas très longtemps exclusivement médicale, qui menait ensuite à la rédaction d'un certificat de décès, qui était l'obligation légale pour tout ce qui était soins de conservation, démarches administratives. Ce certificat, il incombait également aux médecins jusqu'au mois d'avril, où les infirmiers préalablement formés ont maintenant le droit, suite à une expérimentation au niveau national, de constater les décès, notamment à domicile ou en EHPAD. Donc c'est une tâche qui est plutôt fréquente, en tout cas pour beaucoup de médecins, et pourtant qui n'est pas aisée. La littérature retrouve qu'on a en effet des professionnels de santé qui sont en difficulté parce qu'ils sont exposés tardivement au cours de leur cursus, et ça les met en difficulté sur le plan pratique. Ils ne savent pas quoi rechercher à l'examen clinique. Est-ce qu'il faut faire ou non des examens complémentaires? Tout ce qui concerne les démarches, ils sont aussi un peu perdus. Et également des difficultés émotionnelles de cette confrontation à la mort, la peur de l'erreur médicale par moment, la tristesse ou autre chose qui peuvent être aussi soulevées lors des annonces auprès des proches. Ces difficultés, la littérature montre qu'elles sont significativement corrélées. Plus on a de difficultés pratiques, plus on a de difficultés émotionnelles et vice-versa. Et d'autres travaux montrent qu'en revanche, ces difficultés et aussi la thanatophobie, qui est l'appréhension globale lorsqu'on prend en charge une personne en fin de vie, elle s'améliore lorsqu'on est préalablement formé ou avec l'expérience. Après, ça ne fait pas tout. Selon les contextes, même quelqu'un qui a beaucoup d'expérience sur ces tâches-là peut être en difficulté par moment. Ce n'est pas anodin pour les professionnels, mais ce n'est pas non plus anodin pour les proches qui vont recevoir des annonces de décès. Parce que si l'annonce se passe bien, le deuil va bien, plus de chances de bien se passer. Et en revanche, si l'annonce se déroule pas très bien, le deuil a plus de risques d'être compliqué. Donc ce moment du décès et de l'annonce aux proches, c'est vraiment un moment qui est très précieux, qui fait partie du parcours du patient. Et pour l'instant, qui est un peu compliqué. Pour vous expliquer la suite du travail, je voulais refaire un petit point sur le cursus des études médicales. On a un premier cycle qui est surtout sur des enseignements du corps avec son fonctionnement normal, tout ce qui est physiologique. Ensuite, on a le deuxième cycle, l'externat, au cours duquel les étudiants ont des apprentissages théoriques autour des différentes pathologies, et aussi c'est leur premier pas à l'hôpital, avec des stages cliniques la moitié du temps. Et tout ça se conclut par une 6e année, donc l'année de DFASM3, on y reviendra, c'est pour ça que je m'attarde un peu dessus, à l'issue de laquelle on a des épreuves dématérialisées, donc un concours avec des connaissances théoriques évaluées, et les ECOS, les examens cliniques objectifs structurés, où c'est un peu plus des mises en situation pour évaluer leurs compétences cliniques. Suite à ça, ils deviennent internes, et c'est à ce moment-là qu'ils vont être en responsabilité ou en autonomie pour le constat et l'annonce de décès. Voilà. Il se trouve qu'au cours de l'externat, donc avant qu'ils aient à faire ces tâches seuls, très peu de formation. C'est ce qu'on constatait tout à l'heure. Beaucoup d'études montrent qu'on est peu formé dans beaucoup de choses, et là c'est encore le cas. En tout cas que c'est le manque de formation qui justifie beaucoup. Donc sur le plan théorique, on va parler de deuil en psychiatrie, de mort encéphalique en réanimation, des lividités en médecine légale, mais finalement, comment on constate un décès et comment on annonce un décès, et pas juste seulement une maladie grave, ça ne fait pas partie du programme. En tout cas, pas spécifiquement. En pratique, dans les stages, les étudiants sont assez peu exposés aussi, ou alors tardivement, et parfois, il leur est déconseillé, voire refusé, par exemple, d'assister aux annonces avec leurs collègues médecins. En termes d'évaluation, quand on reprend les 2 examens classants qui ont lieu en fin d'externat, ça ne fait pas non plus partie des questions ou des thèmes qui peuvent faire l'objet de situations d'Écosse. Et en formation initiale, quand ce n'est pas quelque chose qui tombe aux examens, ce n'est pas quelque chose que les étudiants vont apprendre, surtout si ce n'est pas dans le programme. Donc qu'est-ce que ça nous montre? Qu'on a besoin de former ces médecins à ces tâches, donc le constat de décès et l'annonce de décès, pour que derrière, ça se passe mieux pour eux et pour l'entourage. On a la chance en sciences de la santé d'avoir des méthodes pédagogiques qui sont variées. Sur ces thèmes, il n'y en a pas une qui marche plus qu'une autre, c'est toujours pareil. Il faut vraiment choisir ce qui va être le plus adapté aux objectifs qu'on se fixe, et tout ce qui touche à la fin de vie, d'associer des outils un peu différents.
Donc c'est un peu ce constat-là qui nous a amené à réaliser cette étude. Donc le but, c'était d'évaluer l'acceptabilité d'une formation spécifique au constat de décès et à l'annonce de décès aux proches par les étudiants de 6e année de médecine de la faculté de Strasbourg. Petit point sur l'acceptabilité. Donc l'acceptabilité d'une intervention, ça a été utilisé un peu à toutes les sauces pendant longtemps. On a Secon en 2017 qui en a fait un modèle plus théorique avec des composantes à explorer pour vraiment en avoir une évaluation globale. Donc ces composantes, on a la posture affective, qui est comment quelqu'un se sent à l'idée de participer, par exemple, à la formation. Le fardeau, c'est la pénibilité aussi perçue. Les coûts d'opportunité, est-ce que le fait de participer fait renoncer à d'autres choses? L'éthicalité, est-ce que l'intervention est en accord avec les valeurs de l'individu? On a tout ce qui touche à l'auto-efficacité, donc ça c'est la confiance qu'une personne a dans sa capacité à répondre aux objectifs fixés. Et ensuite, la cohérence de l'intervention, donc est-ce qu'ils comprennent la formation et le rendement perçu? Est-ce que cette intervention, elle atteint ses objectifs? Donc en explorant tout ça, on peut explorer si une intervention est acceptable. Donc l'étude que nous avons réalisée, c'est une étude longitudinale, monocentrique, réalisée donc à Strasbourg, par méthode mixte, avec à la fois une analyse quantitative et une analyse qualitative que je redétaillerai un peu plus loin, auprès des étudiants de 6e année de Strasbourg qui ont participé aux Écosses en 2024, donc qui devenaient internes quelques mois plus tard. C'était sur la base du volontariat et on avait demandé à ce qu'ils n'aient pas préalablement réalisé de stage en structure de soins palliatifs. Les critères de jugement, donc le principal, c'était l'acceptabilité de la formation en explorant les différentes composantes dont on a parlé préalablement. Et en critère de jugement secondaire, la diminution de la thanatophobie, pour laquelle on a des échelles validées qui existent, comme la Thanatophobia Scale Instrument, qui c'est des échelles de Likert entre 1 et 7 sur des items, par exemple, je me sens démunie quand j'ai un patient en fin de vie dans mon service, ou quand un patient commence à parler de la mort, je me sens mal à l'aise, etc. L'étude, elle s'est déroulée en plusieurs temps. Donc, on a créé une formation par méthode hybride, donc avec une première partie qui était un enseignement à distance asynchrone, réalisé donc sur la plateforme Moodle par les étudiants une fois qu'ils avaient fini leurs examens. Donc c'était un module interactif, avec des apports théoriques sur le constat de décès, donc tout ce qui touchait à la législation, comment doit se dérouler l'examen clinique, comment on enlève un pacemaker, quelques éléments de rappel sur le certificat de décès, ça fait partie du programme pour le coup, et aussi des éléments théoriques sur l'annonce, donc comment on se prépare pour réaliser une annonce de décès, et quelques tips sur le déroulement. Suite à cela, les étudiants ont participé à une demi-journée de simulation à l'annonce à l'unité de simulation européenne en santé de Strasbourg. Donc, à chaque fois, c'était des situations qui avaient lieu dans un bureau type bureau de consultation, avec retransmission vidéo pour les observateurs qui étaient dans une pièce à côté. Donc, on avait plusieurs rôles dans chacune des mises en situation. Les étudiants qui participaient faisaient soit le rôle du médecin et également parfois le rôle de certains proches, tandis que le rôle plus spécifique de certains proches et également le soignant facilitateur qui était systématiquement présent était joué par des soignants de l'unité de soins palliatifs. À la suite de chaque scénario, on avait un débriefing qui était animé à la fois par des médecins de soins palliatifs, mais aussi un médecin psychiatre et la psychologue de l'unité de soins palliatifs. Les 3 situations qui étaient jouées et donc qui étaient travaillées, c'était d'abord une situation d'une annonce au téléphone d'un décès attendu, ensuite une annonce en présentiel d'un décès inattendu à des proches plutôt choqués, plutôt sidérés, et enfin une annonce en présentiel d'un décès inattendu à des proches en colère dans une situation d'AVP récent. Comment on a recueilli nos données? Pour revenir un peu plus là-dessus, nous avons fait d'abord donc des questionnaires, des auto-questionnaires que les patients ont remplis, les participants de manière anonyme, avant et après la formation. Donc il y avait certaines questions qui étaient communes et avec des items sur la satisfaction en plus à la fin. Et nous avons ensuite également réalisé des focus group pour la partie qualitative de cette étude qui ont été ensuite analysées de manière thématique avec une triangulation des données. Ce que cette étude nous montre en termes de résultats, alors on a 14 étudiants qui ont participé, c'était une phase test donc on ne visait pas beaucoup plus. Ils ont rempli l'intégralité des questionnaires et 11 d'entre eux ont pu participer au focus group, sachant qu'un tiers avait déjà, au cours de leur cursus, été exposé au constat de décès ou à l'annonce d'un décès. L'analyse quantitative sur ce qui touche à l'acceptabilité nous montre des choses assez intéressantes, notamment sur l'auto-efficacité. Donc on voit de manière significative que les étudiants se sentent plus en confiance sur leur capacité à constater un décès, par exemple sur un plan pratique ou émotionnel, sur annoncer un décès au téléphone ou en chambre, ou encore apporter des informations aux proches.
Sur les autres composantes de l'acceptabilité, tout ce qui touchait au ressenti global montrait aussi des réponses positives à plus de 90%, une pénibilité qui était jugée faible, et les items qui exploraient la cohérence de l'intervention et le rendement perçu étaient aussi très positifs. Concernant le critère de jugement secondaire qui était la thanatophobie, on ne retrouve pas de différence significative avant et après la formation, avec finalement des scores initialement qui étaient déjà assez bas. Et lorsqu'on a regardé si ça dépendait de si les personnes avaient été préalablement ou non exposées au cours de leur stage, on n'a pas non plus retrouvé de différence. L'analyse qualitative des focus group a montré plusieurs choses, notamment les facteurs qui ont expliqué pourquoi ces étudiants ont été volontaires pour participer. Il ressort ce défaut de formation qu'on avait identifié en amont, avec une mission, une tâche en tout cas qu'ils jugent vraiment indispensable, et pourtant une tâche de base qu'ils ne savent pas faire. Une exposition clinique en stage rare, voire des mauvaises expériences avec des annonces choquantes où ils ont vu alors leurs collègues internes en difficulté sur ces tâches, et c'est ça qui les a motivés à participer, parce qu'ils se projettent, ils se disent dans quelques mois c'est moi qui suis interne, et en fait je ne sais pas faire, ça ne va pas bien se passer. Ensuite, sur tout ce qui touche à l'acceptabilité, ils ont signalé qu'on n'avait pas d'efforts nécessaires requis très importants pour participer, notamment parce que c'était une fois qu'ils avaient terminé leurs examens. Donc même si ce n'était pas au programme, le fait que ce soit après, au moins ils avaient l'esprit plus libre. Bien que certains évoquaient que faire cette formation plus tôt dans le cursus était aussi possible pour qu'ils puissent utiliser ces éléments-là dans leur stage. Le fait que ce soit sur la base du volontariat, pour eux, était vraiment indispensable parce que ça touche à des sujets qui sont assez sensibles et on a besoin dans la simulation que les personnes participent aussi activement. Et que si on force les étudiants à venir, ils avaient peur que ça bloque aussi la liberté de la parole et l'investissement au cours de l'enseignement. Et en revanche, ils se sont sentis bien malgré les thèmes qui peuvent être un peu lourds abordés, notamment du fait de la sécurité émotionnelle lors de la simulation et le fait que les jeux avaient lieu vraiment dans une pièce séparée des observateurs. Donc ils avaient vraiment l'impression d'être dans la vraie situation. Enfin, ils ont trouvé que tout ce qui était enseignement à distance et simulation, c'était bien complémentaire. Quel que soit le rôle endossé lors de la simulation, ils ont appris des choses. Ceux qui ont joué le médecin, ça leur a permis vraiment d'éprouver directement ce que c'était de faire une annonce. Ceux qui ont joué les proches, ils se sont rendus compte de ce que c'était de recevoir une annonce et que parfois ce que le médecin veut transmettre et ce qui est perçu, ce n'est pas forcément la même chose. Et pour les observateurs, c'était aussi l'occasion de se mettre à la place du médecin, de celui qui jouait le médecin et de se dire est-ce que j'aurais fait pareil ou non, et vraiment de réfléchir aussi sur leur propre pratique. Et le plus important dans tout ça, c'était que par la suite, il y avait un débriefing, donc ça permettait de récupérer vraiment les positions de chacun et ensemble de décortiquer ce qui s'était passé. Ils n'ont pas été choqués, en tout cas, que ce soit même sur les vidéos d'ablation de pacemaker, parce qu'ils étaient prévenus en amont de ce qu'ils allaient voir. Ils ont pu aussi, au cours des débriefings lors de la simulation, entendre différents points de vue, parce que les professionnels, parfois, ont différentes façons de faire aussi. Il n'y a pas qu'une façon de faire, et ça leur a permis de prendre ce qui était un peu plus en accord avec leurs propres valeurs du soin. Donc ça s'est plutôt bien passé. Et une chose qui les a surprises, auxquelles ils ne s'attendaient pas, ce sont les apports sur l'interprofessionnalité. Ils disaient que c'était une des rares fois où ils avaient des enseignants qui n'étaient pas que des médecins, du fait qu'il y avait la psychologue et aussi des infirmiers de l'équipe, et de pouvoir aussi apprendre ensemble et dans les mises en situation d'être avec d'autres professions. Ils ont trouvé ça très précieux et vraiment à maintenir pour la suite. Comme ce qu'a montré l'analyse quantitative, il montre moins de difficultés pratiques. Sur le côté émotionnel, en revanche, ils s'attendent à être toujours éprouvés parce que difficile d'anticiper comment on va se sentir face à un corps, face à une certaine situation. Mais le fait d'avoir développé des automatismes sur le déroulement pratique, sur l'examen clinique, ils se disent déjà ça c'est un truc en moins sur mes épaules. Donc ils se sentiront quand même un peu plus à l'aise au niveau émotionnel parce qu'il y aura cette panique-là en moins. Certains proposaient de rajouter un entraînement sur mannequin au constat, mais ce qui n'était pas forcément unanime dans les retours. Sur le rapport à la mort, donc la thanatophobie peut impacter. Pour les étudiants, c'était parce qu'ils n'ont pas été confrontés à une personne décédée. En même temps, c'est aussi des tâches qu'ils n'ont jamais eu à réaliser par le passé, donc c'est aussi difficile de se projeter. Et ce qu'ils ont vraiment noté, c'est que ça leur a permis quand même d'amorcer un questionnement, quelque chose qui n'est pas du tout abordé dans leur cursus, même la gestion des émotions, il n'y a pas d'espace, en tout cas c'est ce qu'ils nous ont rapporté, avec vraiment un besoin d'un enseignement dédié, ou de se dire aussi se montrer vulnérable et répondre à des questions peut-être en disant je ne suis pas très à l'aise avec la mort, c'est pas forcément facile à mettre sur le papier, et ça les a vraiment questionnés, et même s'ils étaient en fin de 6e année, ils se sont dit que c'était la première fois qu'ils étaient dans cette situation. Et ils étaient demandeurs de plus. Pour discuter un peu sur ces résultats, on retrouve un peu une ambivalence entre la performance, parce qu'ils sont briefés pour ces concours depuis le début,
dans un cursus qui est assez centré sur tout ce qui est savoir, savoir-faire, et on a des savoir-être qui sont vraiment mis de côté. Et en même temps, là, ils se projettent, ils voient qu'ils vont être internes, ils voient qu'ils vont devenir de vrais professionnels, et ça les panique un petit peu. Donc ils sont un peu tiraillés. Avec également des expériences cliniques décevantes, donc vraiment un besoin de plus de compagnonnage au cours des stages, besoin de plus d'exemples positifs aussi pour permettre un apprentissage vicariant, qu'ils voient des choses leur médecin senior faire, être peut-être en difficulté ou au contraire voir les conséquences positives que ça peut avoir. Et pourtant, ce que nous montre cette étude ainsi que le reste de la littérature, c'est que pour tout ce qui touche à la fin de vie, assez souvent, les jeunes médecins vont plutôt se tourner vers les paramédicaux, vers les infirmiers qu'ils considèrent plus aptes et plus compétents que leurs médecins seniors. Donc il y a vraiment des pistes d'amélioration là-dessus. Donc encore une fois, l'importance de l'interprofessionnalité dans ces thèmes-là. Ce que ça nous a montré aussi sur tout ce qui est gestion des émotions, rapport à la mort, c'est qu'on a des étudiants qui sont confrontés à la souffrance assez tôt, qui voient des choses et en fait qui n'ont pas l'espace, pas de débriefing en stage lorsqu'ils voient des situations choquantes ou difficiles, pas de moment dans leur cursus pour en parler. Pourtant, c'est des étudiants qui sont assez vulnérables. Si on reprend les chiffres de l'année dernière, on en a plus de la moitié qui sont anxieux, un quart dépressifs, 20% qui ont des idées suicidaires et 2/3 des externes et des internes qui font un burn-out à un moment. Donc peut-être que ça peut être un peu intéressant de laisser un peu plus de place à la réflexion et à l'humain dans tout ça. En tout cas, c'est ce qui ressortait. Par rapport à l'évaluation de l'acceptabilité de cette formation, elle est quand même acceptable avec vraiment le fait d'utiliser la simulation pour l'apprentissage d'habiletés relationnelles qui a été valorisé. La simulation qui a permis du coup une pratique réflexive, ils ont été mis en difficulté, ils voient un peu ce qui se passe, ils réfléchissent ensemble à ce qu'ils peuvent construire et c'est ça qui leur a permis aussi de progresser là-dessus. Ce qui serait intéressant, ce serait de pérenniser cet enseignement, ce qui a été fait dans notre faculté et qu'on a à cœur aussi d'étoffer avec les suggestions. Peut-être de l'expérimenter auprès d'autres professionnels, surtout maintenant qu'on a les infirmiers qui ont besoin d'être formés sur ces thèmes. Et dans les formations obligatoires, on ne retrouve pas ces modalités-là, donc ça pourrait être intéressant de les utiliser. Ou même autour de l'annonce, même sans la question du constat, il y a beaucoup d'autres professionnels, aussi des forces de l'ordre ou autres, qui peuvent être amenés à faire des annonces pas faciles. Donc on a des outils qui pourraient être pertinents. Ça reste une étude qui était vraiment une étude test sur un petit échantillon. Si on reprend le modèle d'évaluation de la formation de Kirkpatrick, on est vraiment sur le premier niveau. Est-ce qu'ils étaient contents? Est-ce que les modalités pédagogiques ont convenu? Ce qui serait intéressant, et c'est à ça qu'on est en train de travailler actuellement, c'est d'évaluer les changements des comportements, l'impact en pratique sur les professionnels de santé. Donc maintenant qu'ils sont internes, comment ça se passe? Et peut-être à terme aussi auprès des proches qui reçoivent l'annonce. Cette étude, elle a plusieurs forces. Déjà, le fait d'avoir créé une démarche d'ingénierie pédagogique par approche par compétence, en suivant les recommandations de bonnes pratiques, notamment sur la simulation en santé. C'est un enseignement qui est novateur. Dans la littérature, on retrouve au niveau français ou international aucune étude qui, en tout cas, qui a évalué un dispositif spécifique sur ces thèmes. Et l'utilisation de quantitatif et de qualitatif, ça a permis d'avoir vraiment une vision globale des retours sur cet enseignement. On a un biais de recrutement parce que c'était sur la base du volontariat, mais en même temps, de ce qui ressort, c'est que ça reste indispensable de le maintenir sous ce format-là. Des petits effectifs de cette phase test, mais qui ont quand même été pris en compte dans l'analyse statistique. Et un biais de désirabilité sociale, où c'était les mêmes personnes qui faisaient la formation et qui faisaient les focus group. Mais vu que le but, c'était de montrer un peu les pistes d'amélioration, ils ont été quand même force de proposition. Et il n'y a pas eu d'éléments supplémentaires dans les questionnaires anonymes, où ils avaient aussi la possibilité de rajouter des éléments. Pour conclure, on a une formation sur le constat et l'annonce de décès. C'est non seulement acceptable, mais ça semble surtout nécessaire, avec aussi le besoin de l'étoffer ou alors dans le cursus de rajouter plus de place dans l'humain et dans la relation, à la fois avec le patient, avec les équipes et avec les proches. Et vraiment une réflexion indispensable sur le rapport à la mort pour que les praticiens réfléchissent sur leur pratique. Les pistes d'évolution, donc, c'est d'enrichir sur certains de ces axes, de le pérenniser, de le diffuser si ça vous intéresse, et de l'expérimenter auprès de plus de personnes et d'évaluer à plus long terme ce dispositif. Voilà. Je vous remercie et je suis à votre disposition. Alors, merci pour cette présentation qui vient finalement nous réintroduire un peu de pédagogie aussi dans cette journée, et ça c'est très intéressant. Est-ce que des personnes ont des questions? Excellent. Merci beaucoup, Marion Claes, je suis CCA à Paris. Merci de cette présentation et de ce travail vraiment très très intéressant. Question un petit peu pratique sur la simulation. Donc les étudiants jouaient et le médecin
et le proche endeuillé. Est-ce que, parfois, pour une fidélité un petit peu plus haute, on utilise des acteurs pour permettre des stimulations un peu plus réelles? Ça a un coût, bien sûr. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envisagé aussi pour la suite? Merci beaucoup pour votre question. En effet, c'est une réflexion qu'on a eue. Là, ce qu'on avait fait, c'est que quand c'était les étudiants qui jouaient les proches, ça nous permettait aussi qu'il y ait plus de personnes qui puissent participer aux simulations. Ils jouaient les proches qui avaient vraiment des rôles, on va dire, assez simples. Par exemple, la personne sidérée qui dit vraiment pas grand-chose, ou la personne en colère, mais qui se rend compte que quand on est calme en face, ça descend. Quand on avait des rôles un peu plus spécifiques, ce sont des personnels de l'unité de soins palliatifs qui l'ont fait, notamment en effet pour une question de coût. L'avantage, c'est que cette formation, elle ne nous a pas coûté grand-chose parce qu'elle a été faite en partenariat avec la faculté et le laboratoire de simulation. Bon, ce qui coûte, c'est de libérer des soignants pour y participer, pour avoir des effecteurs. Mais en effet, c'était une des pistes qui pourrait être utilisée en cas de budget en ce sens pour encore plus de fidélité. Je suis bien d'accord, c'est une bonne idée. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Très, très intéressant, ça donne envie de la monter dans ses propres structures. Moi, j'avais une question. J'ai participé à une formation quand j'étais interne sur la communication dans le soin. Et c'était sous la forme déjà de simulation filmée avec l'auditoire à l'extérieur et tout ça. Moi, j'avais été désigné volontaire pour y aller, donc j'avais été entraînant les pieds un peu sur le côté jeu de rôle interprété et qui a un frein assez important dans la formation. Les autres internes qui étaient là, c'était les internes de Réa qui étaient eux aussi désignés volontaires et il n'y avait vraiment que les paramètres qui venaient avec plaisir et volontaire. Et en fait, c'est vrai que ce frein-là de la simulation qui fait peur, alors en sortant, on était tous très, très contents d'avoir participé et le fait d'être mis à part, c'est... Enfin, dans une autre pièce, on oublie complètement les caméras et franchement, c'était très facile à vivre et on a tous passé une super journée de formation. Mais c'est vrai que ça a été un frein majeur à l'inscription dans ce type de formation. Et je voulais savoir, est-ce que dans les promos que vous avez interrogés, parce que maintenant il y a les écos qui les forment, enfin, qui les forcent un petit peu à ce jeu de rôle déjà, est-ce que c'est un frein qui a été dissipé avec le temps ou est-ce qu'il est toujours, comme de mon temps, il y a une dizaine d'années, déjà des choses compliquées à s'inscrire dans ce type de formation? Merci. Merci pour votre question. C'est vrai que c'est un sujet qui a été abordé. En tout cas, le fait que ce soit dans une pièce séparée, ça a fait qu'ils étaient en tout cas plutôt soulagés que les jeux de rôle dans la même pièce, tout le monde autour sur des chaises. Ce qu'ils disaient, c'est que ceux qui étaient volontaires, ils savaient dans quoi ils se lançaient. Et ils s'attendaient à ce que ce soit pas facile, mais qu'ils avaient vraiment tellement besoin aussi de progresser sur ces thèmes-là qui les paniquaient, que c'est pour ça qu'ils s'étaient portés volontaires. Ensuite, on a eu la chance aussi que ça s'est bien passé. C'est aussi les étudiants qui ont porté ça au niveau de la faculté. Et donc, il y a un peu, je pense, de bouche à oreille qui fait quand on l'a refait l'année d'après, même si on a eu la date vraiment à très court terme, en fait, on a eu beaucoup de personnes qui étaient intéressées parce qu'il y a eu des bons retours et parce que c'était un thème particulièrement... voilà. Et je pense qu'ils savaient dans quoi ils se lançaient. Mais il y en a qui nous ont dit ils s'attendaient à ce que ce soit un peu comme des Écosses. Et finalement, c'était bien parce que ce n'était pas des Écosses. Il n'y avait pas de grille, il n'y avait pas de choses comme ça. Et ça, on avait vraiment insisté au moment du briefing. Et donc, en fait, aussi de pouvoir être plus à l'aise avec les patients, en tout cas sur cette communication, sans avoir cette grille, alors qu'ils venaient parfois en s'attendant à progresser sur les Écosses et que ce n'était pas le cas, ils étaient plutôt contents. Après, c'est pour ça qu'il ne faut pas forcer les gens. Et vraiment, le côté volontariat, il paraît indispensable. Sinon, en effet, tout le monde est assis, se regarde dans le blanc des yeux. Il y en a un qui n'a pas envie d'y aller, qui y va. Et on a eu la chance, là, que ce ne soit pas le cas. Et j'espère que ça va faire un peu effet boule de neige comme ça. Mais voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Non, c'était juste pour rebondir sur votre question. Maintenant, les simulations, quand même, c'est assez intégré dans les parcours d'internes. Donc, en fait, on y passe tous. Et surtout, les personnes qui font la simulation, normalement, ils ont une formation en simulation. Et c'est-à-dire que c'est plus... on attrape à la dernière minute le chef de clinique pour faire la simulation. C'est vraiment... ça nécessite des vraies formations. C'est très large. Ça va de la journée au DU de formation en simulation. Et donc, en fait, ils insistent beaucoup sur le côté bienveillant. Et donc, à force, plus on en fait, plus ça s'inscrit dans les mœurs et on a de moins en moins peur, mais c'est très formateur dépendant. Ça, il faut, s'il n'a pas eu la formation en simulation, ça se sent tout de suite et on a moins envie de le faire. Mais après, ça a été prouvé que ça marche bien parce que les pilotes d'avion le font tout le temps. Donc.
Moi, je vais avoir aussi des questions, remarques. Bon, la première, c'est juste sur le taux de burn-out. Bon, ça reste une étude qui a été menée par des syndicats. Oui, par les syndicats d'internes. Voilà. Pour avoir été dans ces syndicats, je sais exactement comment on mène le questionnaire et le framing effect, on sait l'utiliser. Donc, juste attention un petit peu à ça. Mais par contre, ça me pose une question sur la question du volontariat. Donc là, vous avez utilisé finalement le framework de Secon sur l'acceptabilité, qui en fait s'intègre de manière un peu plus large dans le travail de Secon à la question finalement de l'implémentation et qui vient juste répondre à un des éléments de l'implémentation. Mais dedans, il y a aussi l'appropriateness, donc qu'on pourrait traduire en français, je pense, par une forme d'adéquation aux besoins. Et quand je me questionne sur la question de l'adéquation, je me dis, mais en fait, le besoin, ils sont 33% ou quelque chose comme ça, ou pas, vous avez dit un chiffre, en tout cas, avoir été exposé à ça antérieurement, avant d'être en responsabilité. Attendez, mais le besoin, il est là, en fait. Enfin, pour moi, tous les médecins vont avoir besoin à un moment de faire face à un diagnostic de mort, à une annonce de la mort. Et si on doit se baser uniquement sur la question sur le volontariat, parce qu'ils pensent que ça les concerne, alors que la réalité, c'est quand même que ça les concerne, ça m'inquiète un peu. C'est pour ça que pour nous, cette formation, c'est pas quelque chose qui répond à tout ce problème. C'est un outil de plus, mais surtout, le gros travail à faire, c'est aussi dans les stages. C'est ce qu'on disait sur le compagnonnage. C'est pas normal qu'on refuse à l'étudiant de prendre en charge le patient en fin de vie, d'assister à un entretien difficile. Au contraire, parce qu'ensuite, on va dire, l'interne, il n'a pas géré, il savait pas faire. Oui, on lui a jamais montré, on a refusé qu'il vienne. Donc, ça, c'est un outil pour que ça se passe fluidement et qu'ils apprennent des choses. Comme on l'a dit, pour que la participation se passe bien, on a besoin de choses sur la base du volontariat. On n'aura pas non plus la capacité en termes d'effecteurs de former des promos de 400 personnes. Mais ça s'inscrit, c'est une petite partie au milieu d'un problème de fond. Je suis vraiment d'accord que c'est pas normal qu'on arrive interne en n'ayant jamais vu ça. Et encore, je pense que si certains, et c'est ce qu'ils nous ont dit, il y en a un tiers, je pense que c'est plus par rapport aux statistiques de la promotion. Et c'est justement ces mauvaises expériences qui les ont fait venir. Donc je pense qu'il y en a aussi beaucoup qui ne savent pas trop à quoi s'attendre, donc qui ne se sont pas trop questionnés parce qu'on ne les questionne jamais, et qui vont se prendre quelque chose dans la figure quand ils auront à le faire la première fois en garde à 4h du matin, quoi. Comme c'est souvent le cas. Merci. Alors, je vais répartir un tout petit peu la parole. Bonjour, Sophie Chrétien. J'avais une question parce que vous avez mis en avant l'interprofessionnalité et du coup, est-ce que vous envisagez aussi de faire évoluer la formation en interprofessionnalité ? Comme vous avez évoqué que les infirmières actuellement commencent à être formées sur les certificats d'essai, c'est pas encore rentré dans le cursus commun des étudiants infirmiers, mais je pense que ça devrait arriver à l'avenir puisqu'il y a une réforme des études d'infirmières. Et on sait que les étudiants infirmiers arrivés en 3e année, à 80%, ont déjà assisté à des décès. Donc c'est une vraie question pour eux également. Et je trouvais que c'était intéressant dans l'interprofessionnalité, du coup, de voir comment ça pouvait se former les personnes ensemble dans ce contexte-là. Merci pour votre remarque. En effet, c'est quelque chose, on en a discuté assez rapidement parce qu'après qu'on ait fait la phase test, les infirmiers du service ont été demandeurs aussi qu'on le fasse pour eux parce qu'ils disent nous on annonce des décès toutes les semaines et en fait on n'a jamais été briefé. Donc il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là. Actuellement, par rapport au constat par les infirmiers, c'est en effet des organismes privés certifiés Calliope qui le font, souvent sous des modes d'enseignement virtuel en visio. Et donc si c'est réformé, que ça passe dans le cursus infirmier classique, il y aurait tout à fait, je pense, un net bénéfice à faire ça et à combiner avec à la fois les étudiants en médecine, les étudiants infirmiers, peut-être des aides-soignants si c'est pertinent, pour ces questions-là, parce que c'est là qu'on aura le plus, je pense, de pertinence. Merci.